Il est 14 heures, on va pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire sur le concept de machine à lead et de comment faire de votre site une machine à lead. Donc n'hésitez pas à signaler dans le chat si vous avez des difficultés, s'il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous n'entendez pas. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat et j'y reviendrai à la fin de cette présentation. Quelques petits mots pour commencer. Pour me présenter, moi je suis Naïma Brahimi, je suis consultante marketing chez Comexplorer qui fait partie du groupe Adimeo. Et le groupe Adimeo, en quelques mots, nous sommes un groupe de transformation digitale. Donc on accompagne nos clients pour faire du digital le levier de leur croissance. Et comment nous nous y prenons pour faire ça? Eh bien, c'est bien simple, c'est pour aider nos clients du coup à se transformer grâce au digital avec de nouveaux outils, de nouvelles organisations et de nouvelles techniques pour, in fine, créer un nouveau dialogue avec leurs cibles et leurs utilisateurs. Pour ce faire, nous les aidons donc à créer des expériences digitales uniques et remarquables grâce à nos équipes qui sont positionnées aujourd'hui sur 4 pôles. Un premier pôle dédié à la partie conseil et stratégie, donc qui est plutôt en amont du projet, où on va pouvoir du coup venir aider nos clients à déterminer la trajectoire et la stratégie digitale qu'ils vont devoir adopter avec des audits, des études sur les utilisateurs et les cibles, et puis la mise en place de plusieurs recommandations et scénarios de recommandations. Ensuite, on a un pôle design et innovation qui va du coup s'appuyer sur des experts en UX et en direction artistique pour donner une image en fait au projet de nos clients. Ensuite, on va avoir la production technique, donc nos équipes de développement qui vont venir développer les applications métiers, les intranets et les sites web de nos clients. Et puis la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie marketing et animation, dans laquelle nos équipes sont spécialisées pour mettre en place des stratégies d'inbound marketing et de marketing digital au global, des stratégies de référencement naturel, d'acquisition payante, de l'intégration CRM, du marketing automation ou encore la mise en place de reporting et d'analyse de données. Alors aujourd'hui, ce webinaire a pour objectif de vous donner les bonnes pratiques et les meilleurs conseils pour définir votre stratégie d'inbound marketing, les différentes étapes pour arriver jusqu'à la mise en place de cette stratégie et quels sont les outils que vous pourrez mettre en place pour ce projet d'inbound marketing avec toujours une vision orientée ROI. Alors juste pour reprendre un petit peu les bases et qu'on ait tous le même niveau de connaissance sur le sujet, qu'est-ce que l'inbound marketing? L'inbound marketing, par opposition à ce qu'on appelle l'outbound marketing, ça va être la mise en place d'une stratégie, d'outils, de dispositifs pour pouvoir attirer vos visiteurs vers vous, attirer vos cibles vers vous et les convertir en leads puis en clients grâce à des techniques comme la stratégie de contenu, le marketing automation, le lead nurturing ou encore l'engagement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on estime que 60 à 90% de la décision d'achat se fait avant même de parler à un commercial, que ce soit en B2C ou en B2B. Donc l'idée, c'est d'arriver à donner des arguments à vos cibles avant de contacter un commercial, de leur donner suffisamment d'éléments, de réassurance, de bénéfices et autres pour qu'ils puissent se sentir suffisamment en confiance pour aller jusqu'à l'achat ou à la souscription d'un service. Et donc, pour ce faire, il va y avoir toute une myriade de dispositifs qui existent, que nous, on a appelé la machine à lead, qui va tout d'abord se concentrer sur votre site web, qui est la pierre angulaire de votre dispositif marketing, puisque c'est là que vous allez pouvoir mettre en avant votre expertise, vos produits, vos services. Aussi, générer de l'interaction en fait avec vos cibles sur le site web, que ce soit par le biais de formulaires, que ce soit par le biais d'interactions, de boutons, etc. Et ensuite, votre site va être accompagné d'un certain nombre de dispositifs. Le plus connu, ça va être le blog, qui va vous permettre de pousser du contenu et ensuite d'aller vous positionner sur des requêtes à forte valeur stratégique pour votre activité, grâce au référencement naturel. Ensuite, on va avoir tout ce qui est référencement payant, que ce soit sur les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux. Il y a aussi la partie réseaux sociaux en organique, donc de façon gratuite, ce sont simplement les posts que vous diffusez sur vos pages.
La partie emailing et puis après, il y a toute une partie aussi partenariat que vous pouvez, développer avec, des distributeurs ou de la presse ou des médias. Et ensuite, une fois que vous avez tous ces canaux qui sont mis en place pour attirer vos visiteurs et commencer à les convertir, là, vous allez pouvoir, à chacune des phases, de leur parcours d'achat, venir leur apporter, des preuves et des arguments pour pouvoir les pousser à aller plus loin dans leur réflexion jusqu'à l'achat et ou à la souscription d'un service. Pour le voir sous une autre forme, on a la possibilité d'imaginer ça sous forme de funnel, donc de tunnel de conversion, où on va avoir du coup ces 4 grandes étapes. La première, ça va être d'attirer. Donc à ce moment-là, vos cibles sont encore inconnues, vous n'avez pas d'informations sur ces cibles-là. Vous allez les attirer grâce à votre site web, donc via le référencement naturel majoritairement, avec le blog par exemple, grâce à vos réseaux sociaux aussi. Et vous allez les transformer en visiteurs. Ils arrivent sur votre site et là, il va falloir les convertir. Et pour les convertir, il y a plusieurs dispositifs qui existent. Le plus connu, ça reste le formulaire. Donc, c'est le fait que votre visiteur va remplir un formulaire et donc vous donner des informations, que ce soit adresse email, nom, prénom, nom de son entreprise ou encore son poste, qui vont faire que ce visiteur va progressivement se transformer en prospect. À partir du moment où vous avez ces informations-là, vous allez pouvoir recontacter ce visiteur et donc ce prospect grâce à des emails, qu'ils soient automatisés ou non. Et à partir de ce moment-là aussi, commencer à impliquer vos équipes commerciales pour qu'elles reprennent contact avec ces prospects et qu'elles aillent jusqu'à la conversion en client. Et la dernière étape qui est assez rarement celle pour laquelle nos clients nous sollicitent, mais qui est quand même très importante, c'est la fidélisation. Et du coup, le fait d'identifier des ambassadeurs ou des prescripteurs qui vont pouvoir apporter de la preuve dans le discours et donner envie à ceux qui sont en début de funnel, donc aux inconnus, aux visiteurs, de convertir et donc de se transformer en prospect et progressivement en client. Et pour animer votre réseau d'ambassadeurs ou de prescripteurs, vous pouvez passer par les canaux événementiels, créer des communautés sur les réseaux sociaux dédiés à ces ambassadeurs ou, par exemple, aussi leur produire du contenu dédié. Donc pour résumer, les leviers d'un projet d'inbound marketing, ça va être principalement la rédaction de contenu pour aller se positionner dans Google grâce au référencement naturel et du coup attirer, votre cible sur votre site. Ensuite, vous allez également pouvoir vous servir des réseaux sociaux pour pouvoir engager cette cible, proposer des ressources en téléchargement qui va être un très bon moyen pour, convertir vos cibles et du coup obtenir de l'information sur elles. Faire du lead nurturing, donc des emails automatisés qui vont aider votre cible à maturer, à mûrir dans sa réflexion, jusqu'à la décision d'achat. Et puis toujours analyser, et ça c'est une action qui est transverse sur toutes les actions de marketing que vous allez mener, analyser et recommencer, pour pouvoir toujours optimiser et aller vers plus de performance et plus de retour sur investissement. Les freins, qu'on entend le plus souvent sur ces projets d'inbound marketing, ça va être que premièrement, le contenu, c'est souvent assimilé à quelque chose qui coûte cher et qui prend beaucoup de temps. Alors c'est sûr que ça prend du temps, à mettre en place parce qu'il y a toute une stratégie à réfléchir sur le positionnement des mots-clés, sur les sujets qui vont devoir être abordés parce qu'il faut que ça reste en phase avec les besoins de votre cible. Et surtout, ce sont des dispositifs qui peuvent prendre plus de temps à donner des résultats que, par exemple, de l'acquisition payante. Mais ça, on le verra juste après, dans les différents leviers qui peuvent être, mis en place. Un autre frein aussi qu'on entend souvent, c'est qu'il faut quelqu'un qui doit gérer cette partie de marketing. Il faut être constant aussi dans les efforts et dans les dispositifs qui sont mis en place. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui prennent la parole sur le digital. Ça s'est énormément accentué depuis la crise du Covid, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, auparavant, misaient plutôt sur des stratégies d'outbound marketing, donc sur du phoning, sur des salons, et qui aujourd'hui ont dû un petit peu transformer ce prisme-là et qui doivent passer un peu plus par le digital. Et du coup, on se retrouve avec énormément de monde qui prend la parole. Donc là, l'idée, c'est toujours d'avoir une bonne vision des besoins de votre cible et de vos éléments de différenciation pour pouvoir vous positionner efficacement face à vos concurrents. Et puis, on a souvent des entreprises face à nous qui n'ont pas forcément des objectifs très chiffrés ou très mesurés, ce qui ne permet pas forcément, enfin en tout cas quand on a des objectifs qui sont un petit peu incertains comme ça, c'est pas évident de positionner la stratégie et surtout, on a un petit peu du mal à percevoir les potentiels résultats.
Donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment essayer un petit peu de lever ces freins ou en tout cas d'utiliser les dispositifs de l'inbound marketing de façon efficace pour venir lever ces freins. Maintenant, on va passer donc sur les étapes d'une stratégie inbound pour justement avoir des objectifs clairs en tête et savoir où on va. La première étape, ça va être d'apprendre à bien connaître vos cibles. Il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà mis en place des, heu, des études sur leurs cibles pour pouvoir, formaliser leur buyer persona. C'est déjà un très bon premier pas pour se lancer dans les stratégies inbound marketing. Ça va vous permettre de segmenter vos différents profils de cibles et du coup de mieux connaître leurs besoins. Il va falloir dans cette phase-là être assez clair et surtout très objectif, ne pas se laisser, influencer par l'image que vous pouvez vous faire de vos cibles, mais essayer d'être le plus objectif possible et pour cela, il y a plusieurs, leviers qui existent. Ça va être à la fois de vous baser sur des données qui sont quantitatives, donc là, vous allez pouvoir mener par exemple des sondages ou des enquêtes auprès de certaines de vos cibles ou de certains de vos clients, pour pouvoir essayer de mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes. Et puis vous pouvez aussi utiliser des données qualitatives. Tout simplement en allant interviewer vos clients ou vos prospects et essayer de mieux comprendre, ce qu'ils attendent d'une solution ou d'un produit comme celui que vous proposez et ça va vraiment vous permettre de comprendre les freins, et les attentes de vos cibles et c'est sur ces freins et ces attentes et ce qu'on appelle les points de douleur, en fait, qu'on va pouvoir venir agir, notamment avec la stratégie de contenu et avec, les différents dispositifs de l'inbound marketing. L'outil clé du coup qui va être formalisé à la suite de ce travail sur les personas, c'est donc la fiche persona qui est, un outil qui ne doit pas rester figé dans le temps. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez construit vos personas en 2020, ça peut être intéressant aujourd'hui de faire une petite mise à jour en réinterviewant quelques clients à vous, en relançant une deuxième version du sondage pour pouvoir toujours actualiser les points de douleur et les freins de vos cibles. Parce que le marché évolue, vos cibles aussi évoluent, donc c'est important de toujours tenir ça à jour. Ensuite, une fois que vous avez bien compris les besoins de votre cible, vous allez pouvoir définir vos contenus. À cette étape-là, vous pouvez commencer à regarder un petit peu ce que font vos concurrents, s'ils ont déjà des stratégies qui sont en place, pour mieux comprendre les messages qu'ils déploient, comment ils s'adressent à leurs cibles, qui sont potentiellement aussi des cibles que vous allez essayer d'atteindre, et pour en tirer un petit peu les bonnes pratiques et les choses à éviter. Vous allez aussi pouvoir analyser votre existence. Si par exemple vous avez déjà un blog, n'hésitez pas à réaliser un audit SEO, à faire une cartographie un petit peu des contenus que vous avez déjà, de regarder les performances de vos pages, le taux de rebond, ne pas hésiter aussi à recycler vos contenus. Si par exemple vous avez un article qui performe très bien, bah, ça peut être intéressant par exemple de le transformer en infographie ou en fiche pratique, qui peuvent être des contenus téléchargeables. Pareil, le recyclage de contenu, c'est quelque chose qu'on recommande énormément parce qu'on a des clients qui des fois ont tendance à se dire: «Bah, j'ai déjà publié un contenu sur, LinkedIn il y a 6 mois, je ne vais pas pouvoir le réutiliser». En fait si, il ne faut pas hésiter à les réutiliser, à changer le format de vos contenus. Ça reste des ça reste, un excellent moyen en fait de capitaliser sur votre existant et ensuite pour définir aussi vos contenus, mais là plus sur un prisme, référencement naturel, vous allez pouvoir réfléchir aux mots-clés sur lesquels vous allez vouloir vous positionner et dans ce cas-là, commencer à réfléchir aussi vos contenus, par phase du buyer journey. Donc il va y avoir des typologies et des formats de contenu qui sont plus adaptés pour attirer votre cible, d'autres plus adaptés pour les convertir en lead, comme par exemple les e-books ou les webinars qui permettent de leur faire remplir un formulaire et ensuite des contenus qui vont être utiles pour, les amener jusqu'à se transformer en clients, notamment les emailing, la mise à disposition de comparatifs ou de cas clients, par exemple. Sur les contenus, donc là, c'est plutôt dans une approche SEO, on recommande de fonctionner sur le modèle du cocon sémantique, donc d'avoir, ce qu'on appelle une page pilier ou une page mère, autour de laquelle va rayonner plusieurs, typologies de contenus. Donc vous avez ici, par exemple, le premier cocon qui va être un cocon chaussures, avec une page pilier, du coup, qui va être dédiée aux chaussures et autour de cette page pilier, on va avoir plusieurs articles ou plusieurs, ça peut être des articles, il peut y avoir aussi des pages produits, il peut y avoir des pages de contenu téléchargeable, qui vont graviter autour de cette page pilier pour essayer de renforcer le cocon et ça, c'est tout simplement pour indiquer à Google que vous maîtrisez le sujet des chaussures et que vous n'en avez pas seulement fait un contenu, mais toute une
toute une galaxie en fait de contenus qui traitent de ce sujet-là et que vous êtes en capacité, une fois que le visiteur arrive sur la page chaussures, bah, de continuer à l'aider dans sa réflexion et du coup d'aller sur d'autres pages qui traitent de ce même sujet. Donc c'est pour ça que c'est relativement apprécié par Google parce que ça montre que vous savez de quoi vous parlez et que vous allez surtout pouvoir proposer du contenu de qualité, aux visiteurs de votre site. Un outil qui reste assez incontournable dans le cadre de ces stratégies de contenu, c'est le calendrier éditorial, dans lequel vous allez pouvoir intégrer les mots-clés que vous voulez cibler, le contenu qui va vous permettre d'aller atteindre ce mot-clé, et puis toute la partie purement logistique de qui produit, le contenu, à quelle date ça va être livré, à quelle date ça doit être publié et quel est le statut du contenu. Une fois que vous avez vos contenus et on a vu que vous pouvez les segmenter par, phase du buyer journey, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle les parcours de conversion ou un tunnel marketing ou un entonnoir marketing. Classiquement, ce qu'on va retrouver en inbound marketing, ça va être un article de blog dans lequel on va venir retrouver un call to action, un CTA, qui va être un bouton ou une bannière qui va permettre de télécharger un contenu, à la suite du clic. Donc d'arriver sur ce qu'on appelle une landing page, une page de destination dans laquelle on va retrouver un formulaire. Ce formulaire va permettre, à l'utilisateur de télécharger son contenu et donc d'arriver sur ce qu'on appelle une thank you page, une page de remerciement sur laquelle il va pouvoir télécharger son contenu. On va aussi doubler ça avec l'envoi d'un email automatisé après le téléchargement du contenu, à la fois pour garder le contact avec la cible, s'assurer que l'email est correct et surtout pour lui permettre de récupérer son e-book ou son contenu téléchargeable à tout moment depuis sa boîte mail. Et surtout, ce qui est important, c'est d'utiliser la page de remerciement et l'email pour pouvoir lui proposer un autre contenu et toujours le faire avancer dans son parcours d'achat. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui vous permettent de créer ces entonnoirs de conversion et surtout de suivre les différents leads que vous générez. On va avoir des solutions qui sont assez orientées marketing automation et CRM, comme le pendant marketing de Salesforce qui est Pardot, Marketo qui fait partie du groupe Adobe, ou Eloqua. Des solutions qui sont un peu plus orientées tout en un. On a HubSpot qui est relativement connu, on a aussi Pledzi qui est une solution française assez similaire. Et après, on a des solutions qui vont être beaucoup plus orientées email, mais qui permettent quand même de créer des landing pages et des formulaires, comme ActiveCampaign ou Sendinblue. Aujourd'hui, on a vu du coup que produire une stratégie de contenu, c'était hyper important. Mais produire des super contenus sans les diffuser et sans en faire la promotion, bah, c'est un petit peu comme avoir une boutique en plein milieu d'un désert. Personne ne va venir vous acheter quoi que ce soit parce que vous êtes invisible. Donc ce qui est aussi important que la production du contenu, ça va être la diffusion du contenu. On estime qu'il faut d'ailleurs passer au moins autant de temps à produire ces contenus qu'à les diffuser. Et pour mieux comprendre les différents temps de la diffusion, on a du coup ces trois phases. On va avoir quelque chose qu'on peut mettre en place de façon assez rapide qui va être l'acquisition payante, qui va vous permettre du coup de payer pour être visible, notamment sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Ensuite, vous allez avoir le trafic qu'on appelle earned, du coup, qui va être plutôt sur une vision moyen terme, qui va vous permettre du coup d'aller chercher par exemple ce qu'on appelle des backlinks, donc des liens qui sont entrants vers votre site et qui vont permettre d'améliorer son référencement et de donner de la visibilité à vos contenus. Et ensuite, il va y avoir le trafic owned, donc c'est le trafic dont vous êtes propriétaire, qui va être du coup, lui, plutôt sur du long terme. Et ça, c'est ce que vous allez acquérir grâce au contenu que vous publiez sur votre site. Pour vous aider à mieux comprendre, je vous ai mis ici un petit graphique, où on voit très bien en fait ces 3 temporalités. On va avoir au début du coup la mise en place d'une stratégie d'acquisition payante pour pouvoir avoir des résultats rapidement et combler aussi le petit trou du démarrage, du trafic earned et du trafic owned qui, eux, vont avoir des effets plutôt à long terme, mais qui par la suite sont des effets qui sont assez pérennes et qui vont vous permettre du coup petit à petit de diminuer la part d'acquisition payante que vous avez dans votre mix. Une fois que vous avez commencé à diffuser vos contenus et à en faire la promotion, bah, vous allez forcément avoir des leads qui vont commencer à arriver, qui vont commencer à télécharger vos contenus et c'est à ce moment-là que ça peut être intéressant de mettre en place des scénarios d'automatisation.
plus le volume de vos leads va être important, plus c'est intéressant d'automatiser certaines tâches parce que, ça devient de plus en plus chronophage à la main et c'est pas forcément des tâches sur lesquelles, vos équipes et vous-même avez une forte valeur ajoutée. Donc on vous recommande par exemple un scénario d'automatisation qui est, un scénario qui marche très bien. Vous avez typiquement quelqu'un qui va télécharger un contenu. Derrière, vous pouvez, pour garder le lien avec cet utilisateur, venir lui envoyer des emails à intervalles réguliers pour traiter de la thématique, du contenu qu'il a téléchargé. Par exemple, j'ai téléchargé un e-book sur l'inbound marketing et ben, je vais, derrière envoyer à cette cible, des emails qui vont traiter de l'inbound marketing, des différents dispositifs de l'inbound, des étapes à mettre en place et cetera, pour pouvoir garder le lien et puis continuer de l'alimenter en ressources et en contenu sur cette thématique-là. Un dernier point qui est très important dans ces stratégies d'inbound marketing et même de marketing en général, c'est de bien aligner les équipes de vente et les équipes marketing. On considère aujourd'hui que 65 des entreprises B2B, ont des pertes d'opportunités commerciales à cause justement d'une mauvaise entente et d'une mauvaise collaboration entre les équipes marketing et les équipes de vente. Alors que, en fait, ces 2 équipes-là, no doivent normalement travailler main dans la main parce qu'elles vont dans la même direction. Elles travaillent toutes les 2 au développement de l'entreprise. Donc c'est important de venir aligner ces équipes. Il y a différents leviers qui existent. Le premier, c'est déjà, d'impliquer toujours, les 2 équipes dans les décisions qui sont prises par les équipes marketing ou les équipes de vente. D'opter pour un vocabulaire commun. Je prends un exemple, mais peut-être que pour un commercial aujourd'hui dans votre entreprise, un prospect, c'est pas la même chose que pour vous au marketing. Et dans ce cas-là, c'est important d'avoir un plan commun et un vocabulaire commun, pour, parler de ces sujets-là. Parce que si vous n'êtes déjà pas aligné sur cette définition-là, ça va être très difficile de générer du résultat et de collaborer intelligemment et efficacement. Ensuite, ce qui va être important, ça va être de rattacher votre site à un CRM. Aujourd'hui, vous avez peut-être des commerciaux qui travaillent avec des fichiers Excel chacun de leur côté. Ce qui fait que si, par exemple, demain, vous voulez envoyer une newsletter ou vous avez des emails à envoyer à une partie, spécifique de votre base de données, vous n'allez pas forcément pouvoir le faire ou alors il va falloir aller glaner les adresses email par-ci, par-là chez les différents commerciaux et sur leurs différents fichiers. Donc, ce qui est important, c'est qu'avec un CRM, vous allez avoir la possibilité de pouvoir agréger et regrouper en fait toutes ces données en un seul et même endroit. Et du coup, vous, ça vous permettra d'avoir un meilleur suivi sur les performances de vos campagnes aussi. Parce que vous allez pouvoir avoir une traçabilité en fait de l'activité des contacts de A à Z, du moment où ils deviennent des leads, potentiellement jusqu'au moment où ils sont clients. Donc ça aussi, c'est assez important et puis ça vous permettra, vous, d'avoir une meilleure visibilité sur les résultats que vous apportez, aux équipes commerciales. Et puis un dernier levier qui peut être mis en place, c'est ce qu'on appelle le scoring. Le scoring, c'est simplement, ajouter mettre en place une matrice en fait qui va ajouter des points à vos contacts selon le comportement qu'ils ont et la qualification de leur profil. Ça va éviter de transmettre à vos commerciaux des prospects qui ne seraient pas suffisamment qualifiés, qui sont en dehors de la cible que vous visez ou qui ne sont tout simplement pas suffisamment chauds pour être traités par des commerciaux à l'instant T. Enfin, je le disais en début de webinaire, un point qui est clé, dans ces stratégies marketing, ça va être d'analyser et d'optimiser en permanence. Il y a pas mal d'outils qui existent aujourd'hui. Alors là, on vous avez mis Google Data Studio, mais il y a aussi d'autres outils d'analyse, qui existent. Il y a des outils aussi, comme les CRM ou les solutions marketing qu'on a vues tout à l'heure, qui proposent aussi, nativement des fonctions pour pouvoir, créer ses propres tableaux de bord et ses propres, indicateurs de suivi de performance. Et en fait, faire ces points réguliers sur la performance des campagnes, la performance du site web, c'est ça qui va vous donner aussi les billes pour savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Où est-ce que vous devez mettre votre budget demain et où est-ce que vous devez arrêter, l'hémorragie. Donc ça, c'est hyper important de garder un œil en permanence sur les résultats de vos campagnes pour pouvoir les optimiser et toujours garder en tête cette notion, de ROI. Ici, on vous a mis quelques exemples de résultats qui ont été obtenus. Alors, pour le coup, c'était sur notre propre site avec notre blog, au tout début, qu'on l'a lancé, où on avait du coup assez peu de trafic. Mais petit à petit, on voit que la courbe, en fait, elle est constante et qu'on est arrivé jusqu'à avoir à peu près 70 de notre trafic qui est, généré par le référencement naturel, ce qui est, toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, même un peu plus.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas mis du coup de stratégie d'acquisition payante, mais comme on l'a vu sur le graphique tout à l'heure, il est possible ici, pour combler ce trou, en fait, de venir faire de l'acquisition payante pour avoir dès le départ une courbe qui reste relativement stationnaire et petit à petit pouvoir enlever l'acquisition payante pour se baser uniquement sur le trafic en référencement naturel. Voilà pour les grandes étapes d'une stratégie d'inbound marketing et les bonnes pratiques associées. Avant de passer aux questions, je vous donne juste quelques rendez-vous qui vont arriver. On a, le 18 octobre, donc la semaine prochaine, un webinaire sur les tests, une garantie pour le ROI de vos projets web. On va avoir aussi un autre webinaire assez important le 27 octobre sur la conformité RGPD. Comme vous le savez, il y a Google Analytics 4 qui, rentre en vigueur à partir du 1er juillet 2023, ou en tout cas Universal Analytics arrêtera de récolter des données à partir du 1er juillet 2023. Mais avec les récentes décisions de la CNIL, est-ce qu'il vaut mieux du coup passer sur Analytics 4 ou carrément changer de solution d'analyse? Donc on traitera de ces questions-là le 27 octobre. Le 3 novembre, une bonne transition avec ce webinaire sur l'inbound marketing. Comment industrialiser votre génération de leads avec HubSpot. Donc, comment utiliser au mieux cet outil pour pouvoir générer davantage de leads et de performances. Le 22 novembre, cette étape pour construire et réussir votre stratégie digitale B2B. Et enfin, le 7 décembre, un webinaire un peu plus technique sur Drupal 10 et ce qui changera au 14 décembre 2022. N'hésitez pas à vous inscrire à ces prochains rendez-vous si vous le souhaitez et si les thématiques vous intéressent. Je vais passer du coup sur les questions. N'hésitez pas à en rajouter dans le chat si besoin. On avait une question de Patrice. Quel intérêt d'avoir un blog si l'on est dans une stratégie de cocon sémantique? Alors justement, les cocons sémantiques, c'est ce qui va faire votre stratégie de blog. À l'intérieur de votre blog, il va falloir réfléchir vos contenus en cocon sémantique. Donc, je prends l'exemple d'un de nos clients, par exemple, qui fait des logiciels pour les entrepreneurs et les petites entreprises. Et on a, par exemple, à l'intérieur de leur blog, un cocon sur la trésorerie avec une page pilier «Comment optimiser ma trésorerie» et autour, plusieurs petits articles qui vont traiter de qu'est-ce qu'un plan de trésorerie, comment gérer ma trésorerie prévisionnelle. On a fait la même chose sur la partie facturation, la même chose sur la partie performance d'une entreprise. Donc, c'est en fait à l'intérieur de votre blog que vous allez pouvoir mettre en place cette stratégie de cocon sémantique. Il y a d'ailleurs, ouais, effectivement, Emmanuel qui vous a mis un article sur les cocons sémantiques. Patrice, AdWords n'aurait-il pas tendance à plomber le référencement naturel? C'est plutôt complémentaire, il y a pas forcément de cannibalisation à ce niveau-là. Là où il faut être assez vigilant, c'est surtout quand vous allez, produire du contenu, de bien définir en fait les mots-clés sur lesquels vous allez vouloir venir vous positionner. Faut éviter dans la mesure du possible d'avoir un contenu qui va se positionner sur le même, enfin d'avoir plusieurs contenus qui se positionnent sur le même mot-clé, puisque là, vous pouvez potentiellement vous cannibaliser. Mais après, le référencement naturel et le référencement payant sont plutôt complémentaires. C'est-à-dire que si par exemple vous achetez un mot-clé vous achetez inbound marketing comme mot-clé et que derrière vous avez aussi fait des articles de blog sur l'inbound marketing, c'est simplement que votre résultat inbound marketing payant risque d'arriver devant votre résultat organique, votre résultat naturel, mais il n'y a pas de contre-indication à utiliser le référencement payant quand on a une stratégie de référencement naturel à côté. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat. Sylvia, comment établir un budget de strat pour une campagne Google? Alors Google Ads, j'imagine. Alors justement, on vient de mettre à disposition, sur notre site, des calculateurs de budget Google Ads et LinkedIn Ads qui vous permettent, selon votre secteur, d'évaluer, le budget qu'il va falloir que vous investissiez dans les réseaux sociaux payants ou, sur Google. Donc, vous indiquez simplement le nombre d'objectifs ou de formulaires ou de prospects que vous voulez générer. Vous indiquez votre secteur et ça vous permet de savoir à peu près le budget que vous allez devoir mettre, sur Google Ads, par exemple. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site, les télécharger pour que vous puissiez faire les tests vous-même.
S'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer du coup ce webinaire. Alors, une dernière question de Patrice. Des pistes pour faire baisser rapidement le taux de rebond. Alors, il faut savoir que le taux de rebond, aujourd'hui, bon, ça va, avec Google Analytics 4, justement, ça va être un indice qui va être amené à progressivement disparaître et on va plutôt parler de taux d'engagement. Mais au niveau du taux de rebond, en fait, il y a différentes façons de le voir. Il y a des pages sur lesquelles, par exemple, vous n'attendez pas forcément que votre cible fasse une action. Et dans ce cas-là, s'il y a un taux de rebond élevé sur une page comme ça, c'est pas forcément dramatique. Par contre, si vous êtes sur une page sur laquelle il y a un formulaire et où du coup, potentiellement, il faut que les gens effectuent une action ou aillent sur une autre page ou cliquent quelque part, là, ça peut être inquiétant. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est pourquoi pas faire de l'A/B test pour essayer de comprendre ce qui peut pêcher dans votre page et ce qui peut faire qu'elle a un taux de rebond assez important. Mais voilà, le mieux, c'est quand même soit de mettre en place des call to action, enfin des boutons régulièrement sur vos pages pour inciter les gens à aller voir d'autres contenus et aller sur d'autres pages de votre site, soit de mettre en place vraiment, enfin voilà, le mieux c'est de mettre en place de l'interaction en fait avec vos cibles pour faire en sorte qu'elles aillent ailleurs que sur cette page sur laquelle elles sont arrivées et qu'elles repartent tout de suite. Mais bon, après, il y a des comportements de recherche qui sont quand même assez significatifs, c'est-à-dire que j'imagine que vous aussi, quand vous faites des recherches sur Internet, vous allez tomber régulièrement sur des articles de blog qui répondent potentiellement à votre question. Et une fois que vous avez votre réponse, comme vous n'êtes pas forcément dans une démarche d'acheter quoi que ce soit ou de chercher un produit en particulier, vous n'allez pas tout de suite avoir envie d'aller ailleurs sur le site de l'article que vous avez consulté. Donc, il y a aussi cette attitude de recherche qui fait qu'aujourd'hui, les taux de rebond, c'est assez rare de les avoir très, très bas, comme on pouvait l'avoir il y a quelques années aussi. La présentation sera évidemment en téléchargement. N'hésitez pas du coup à aller télécharger aussi les calculateurs Google Ads pour ceux et celles que ça intéresse pour évaluer le budget à mettre sur vos campagnes d'acquisition payantes. N'hésitez pas non plus à vous inscrire aux prochains webinaires qui auront lieu, comme on le voit sur la slide qui est affichée. Et puis, de mon côté, je vous remercie de votre participation. N'hésitez pas non plus, si vous avez des questions ou que vous avez des projets en inbound marketing, en marketing ou stratégie de contenu ou en marketing automation ou CRM sur les différents sujets qu'on a pu voir, à prendre contact avec nos équipes. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous apporter des solutions adaptées à vos projets. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence aujourd'hui et j'espère vous revoir très bientôt.